Les vidéos que vous allez voir, c'est des interviews de jeunes femmes, ouais, dont on peut dire qu'elles sont les dissidentes de la Russie d'aujourd'hui. L'une d'elles, la première qu'on va regarder, c'est Nika Mikulchine. C'est une membre du groupe Pussy Riot, qui est devenue célèbre notamment en France parce qu'elle a interrompu la finale France-Croatie dans le championnat du monde 2018, devant notamment le président Emmanuel Macron, et qui est aujourd'hui exilée en Géorgie à cause du harcèlement policier, mais elle va le raconter dans la vidéo. Et l'autre, c'est une journaliste à la Nova Gazeta qui a reçu le prix Nobel cette année. Pas elle, mais la Nova Gazeta. Et vous allez voir qu'elle est extrêmement courageuse, qui est notamment célèbre pour son engagement pour la défense des droits LGBT en Russie. Par exemple, un exemple de dissidence d'aujourd'hui, lors de l'examen de la loi contre la propagande homosexuelle, elle a organisé des manifestations qui s'appelaient Dien Potsdam, où les gens venaient s'embrasser devant le Parlement pendant que la loi était discutée. Elle a été agressée violemment par des activistes religieux, elle a fini à l'hôpital et a été arrêtée plusieurs fois. Mais c'est aussi une excellente journaliste d'investigation. Elle a notamment contribué à révéler la présence de paramilitaires russes dans le Donbass, ou la répression de la manifestation de Janaozen en 2011 au Kazakhstan, insanglante, presque 200 morts. Voilà, donc deux femmes très courageuses. Et aussi, juste après les deux vidéos, je voudrais faire juste un bref résumé de l'année qui vient de se passer en Russie, très très rapidement. J'y ai passé 8 mois, donc j'ai pu tout voir. Qui, à mon avis, marque l'année 2021 un tournant conservateur, autoritaire, au moins comparable à celui de 2012 lors de la réaction de Vladimir Poutine, notamment avec la loi des agents étrangers. Ça a commencé avec l'arrestation d'Alexei Navalny quand il est rentré à Moscou. Il y a eu ensuite beaucoup de manifestations que j'ai pu voir moi-même. Au début, les gens pensaient que les manifestations étaient possibles. La police n'a pas agi tout de suite, sans doute pour des besoins médiatiques, pour qu'en Occident, on ne critique pas directement. Mais très rapidement, les gens avaient été filmés, par exemple, dans le métro, ils se sont fait arrêter chez eux, ont été harcelés, arrêtés plusieurs fois de suite. Et de nombreuses personnes, notamment des amis à moi, ont dû partir en Ukraine, à Kiev ou à Tbilissi, en Géorgie. Notamment le petit-fils de Sacha Ravut, qui je crois qu'il va déménager à Tbilissi, là. Et voilà, donc il y a eu ces arrestations massives. Puis ensuite, le Front Balbeskalot, c'est de Alexei Navalny, a été qualifié d'organisation terroriste. Donc la seule base politique organisée actuellement en Russie d'opposition a disparu. Et ensuite, il y a eu la chasse aux médias indépendants, notamment Meduza et Nova Gazeta, l'arrestation de 3 jeunes étudiants de la Haute École des Communes de Moscou pour un journal étudiant qui s'appelle Doxa. Et vous connaissez sans doute la loi d'agents étrangers de 2012 sur les ONG, qui a été élargie aux médias en 2017. Et depuis le mois de mai, chaque article publié par Nova Gazeta ou Meduza ou d'autres sites d'information d'opposition, tout simplement libre d'expression, doivent être précédés d'une mention qui dit « Nous sommes agents étrangers », enfin une mention assez grosse et assez terrible, et y compris leurs posts sur Twitter, Facebook, etc. Voilà. Donc, ouais, et juste pour indiquer le contexte, Maxime Danielou, donc, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais pas tous, il est doctorant en études slaves à Nanterre, il passe beaucoup de temps en Russie, en Chine, etc. Et il travaille beaucoup pour les nouveaux dissidents. Et en fait, ces 2 films, il les a réalisés pour une journée qu'on avait organisée avec pas mal d'associations en octobre dernier pour célébrer les 15 ans de l'assassinat de Anna Politkovskaya, donc qui avait été, vous savez, qui avait beaucoup enquêté sur la Tchétchénie, qui s'était rendu compte très très vite de ce qui se passait en Russie à partir des années 2000, et donc en hommage à laquelle on avait organisé une journée voilà, à Paris, à l'hôtel de ville. Et donc Maxime, pour l'association Les Nouveaux Dissidents, dans laquelle tu t'engages beaucoup, a montré ces 2 films. Voilà, que vous allez voir maintenant, puis après on discute. Привет, меня зовут Ника, я из России. Но сейчас я сижу на диване в Грузии, в Тбилиси, потому что этим летом я стала персоной нон грата в своей родной стране. Как так получилось?
Все началось в 2018 году, когда я и мои коллеги из Pussy Riot решили провести акцию на финале чемпионата мира по футболу, которую мы назвали «Милиционеры вступают в игру». Она была посвящена тому, что пока Россия играла роль гостеприимной хозяйки и праздновала лживый триумф государственности, сотни людей были преследуемы по политическим мотивам, и еще тысячи людей сидели по сфабрикованным уголовным делам. Одним из пунктов нашего манифеста было превращение земного полицейского в небесного милиционера. После того, как мы выбежали на футбольное поле, нас сразу отправили в спецприемник на 15 суток. И в целом это было заслуженное наказание в категориях того, как мыслят российские начальники, потому что они и слышать не хотели о выражении свободы слова и убеждений, тем более в формах искусства. Но на этом репрессии не закончились. В том же году наше государство отравило одного из участников Pussy Riot, Петра Верзилова, и это был первый раз, когда мне пришлось покинуть страну не по своей воле. Тем летом мы сделали акцию, приуроченную к обнулению президентских сроков. Она называлась 2036, и мы выложили телами на Красной площади дату, год, когда по новым поправкам в Конституцию Путин уйдет со своего поста. Это был омаж на прекрасных акционистов 90-х, группу «Эти», которые, протестуя против цензуры относительно мата, выложили своими телами слово «хуй». На удивление, власти не отреагировали на эту акцию, и тогда нас просто отпустили без составления протоколов. Этой осенью на день рождения президента мы решили подарить ему подарок. Подарить ему то, чего ему действительно не хватает. Свободную любовь. И мы сделали акцию на день рождения президента, вывесив ЛГБТК флаги на все самые важные административные здания. На администрацию президента, на главное здание ФСБ на Лубянке, на Министерство культуры, на суды и так далее. Тем самым мы хотели в том числе всем тем людям, которые работают в этих структурах, но из-за гомофобной политики не могут быть самими собой, дарить свободу выражения своих чувств, своих мыслей, своих эмоций. Конечно же, Владимир Владимирович не оценил наши поздравления и выписал нам штрафы, а кого-то отправил на 15 или 30 суток в спецприемник. Но самый страшный ад начался, наверное, в этом мае, когда власти, испугавшись каких-то провокаций, не дали мне снимать мое документальное кино. И вместо того, чтобы выйти на съемочную площадку 7 мая, за 2 дня до парада Великой Победы, я отправилась в спецприемник по сфабрикованному делу на 5 суток. Сейчас, перед выборами, ситуация в стране ухудшается, и паранойя гражданина-начальника набирает какие-то нечеловеческие масштабы. Поэтому 16 июня власть решила отправить меня на 15 суток в спецприемник, основываясь на лживых рапортах полицейских. И после того, как они выпустили меня ровно на 1 день, власть решила поиграть в 90-е. И за мной приехала целая огромная машина, в которой сидело 10 человек, сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом.
Они похитили меня, выкинули мои средства мобильной связи, чтобы адвокаты не могли отследить, где я нахожусь, и отправили в спецприемник еще на полмесяца. После этого стало понятно, что действующая власть будет сажать меня до конца выборов, либо до конца своего правления, либо до конца меня самой. Поэтому пришлось принять решение уехать из страны. Я не знаю, когда я смогу вернуться назад, но я верю, что рано или поздно мы обязательно победим. Здравствуйте, меня зовут Лена Костюченко, я журналистка «Новой газеты». «Новая газета» — это независимая газета, это последняя независимая федеральная газета в моей стране, в России. Мы, журналисты, сами владеем и управляем своей газетой, мы выбираем главного редактора, редколлегию и редакционный совет. Я здесь работаю 16 лет, я занимаюсь социальными темами, криминальными темами и иногда работаю в горячих точках. Как я сюда попала? Когда мне было 15 лет, я случайно купила номер «Новой газеты» со статьей Анны Степановны Политковской. Эта статья была о детях, которые выросли во время Чеченской войны. Я до этого никогда не читала ничего подобного, и я поняла, что то, что она пишет, это правда, и то, что она пишет, никак не стыкуется с той картиной мира, которую давало нам телевидение и другие СМИ. После этого я пошла в областную библиотеку, и там были подшивки газеты, и я прочитала практически все, что могла найти, все, что она писала. Она писала про войну в Чечне. Эта война не называлась официальной войной, она называлась контртеррористической операцией. На самом деле, то, что там происходило, это столкновение, уничтожение мирного населения, в том числе. Очень много было военных преступлений. Она свидетельствовала об этих военных преступлениях. Она писала о том, как гибнут солдаты, о том, как гибнут мирные жители. Она практически не уезжала, она постоянно работала про эту войну. И после того, как я прочла это все, я поняла, что я хочу работать в той же газете, в которой работает она. И я переехала в Москву и пришла в газету. И меня взяли сначала стажером, потом корреспондентом. Когда меня взяли в штат, это был апрель 2006 года. А в октябре 2006 года, 7 октября 2006 года, Анну Степановну Политковскую убили. Ее застрелили в лифте ее дома. Прошло 15 лет с этого времени. За это время в «Новой газете» было убито еще 3 сотрудников. По делу об убийстве Политковской были найдены и посажены в тюрьму исполнители и организаторы, но до сих пор не найдены заказчики. Они не названы. И сейчас наступает очень важный рубеж. По российскому законодательству каждое преступление имеет срок давности. Человек может быть наказан за преступление только определенное количество лет после преступления. И для убийства этот срок составляет 15 лет. Это значит, что 7 октября люди, которые заказали убийство Анны Степановны Политковской, станут неподсудны. Мы, как газета, предпринимаем свои меры, чтобы этого не произошло.
Мы просим вас о солидарности, о поддержке и о памяти. Нам очень не хватает. Это даже не то слово, как сказать, что вот нам не хватает Анны Степановны Политковской. Ее неким заменить. Но новая газета продолжает работать, и мы продолжаем делать все для того, чтобы доносить до наших читателей правду. И ни один убийца не сможет это изменить. Il y a 6 ans, tout simplement en remarquant que bon, les anciens dissidents avaient travaillé énormément, puis ensuite il y a eu la chute du communisme, on s'est dit que la démocratie allait s'installer partout dans le monde tranquillement, et dans les années 90-2000 on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça qui se passait, qu'il y avait de plus en plus de régimes autoritaires qui revenaient en Chine, en Russie, en Turquie, en Égypte, et que finalement la leçon, c'est un grand mot, hein, mais ce qu'ont fait les dissidents qu'on a vus aujourd'hui sur les écrans était encore une source d'inspiration pour des gens très jeunes aujourd'hui. Donc on a créé une petite association qui s'appelle les Nouveaux Dissidents, dont l'objectif est de faire parler d'eux, comme dit Nathalie Grabaniewska, faire parler d'eux, c'est déjà sans doute souvent les aider un petit peu, donc les aider quand ils sont en mauvaise position, c'est les faire se connaître entre eux, c'est organiser parfois des actions, des pétitions, des manifestations, etc. Du classique, avec l'idée que c'était international, c'est-à-dire qu'on a pris au mot l'international et nous on dit dissidents de tous les pays, unissez-vous. Donc on parle de dissidents évidemment russes, au Bélarus, mais aussi un peu partout dans le monde, en Iran, en Chine, etc. Voilà, et donc n'hésitez pas à nous soutenir, à adhérer, à donner beaucoup d'argent pour cette noble cause, désespéré, encore plus désespéré sans doute, mais d'autant plus nécessaire, et peut-être cette situation, vous la connaissez très bien, peut-être que vous pouvez poser quelques questions à Maxime sur ces témoignages-là. Moi, c'est pas tellement, excusez-moi, c'est pas tellement sur la Russie, c'est sur les dissidents en général, et j'ai vu une émission il y a récemment sur les Ouïghours en Chine, des films sur les Chinois, et je me dis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut... Enfin, on a l'impression que dans ce pays, et en Russie c'est sans doute pareil, c'est verrouillé complètement, et il y a maintenant la différence avec les années 70, 80, 90, c'est qu'il y a des moyens technologiques énormes qui font qu'on ne voit pas l'issue. Est-ce qu'il y a une issue ? Je vous réponds sur les Ouïghours parce qu'on a fait une tribune il y a quelques semaines pour demander au gouvernement français de ne pas envoyer d'officiels au JO de Pékin. On a fait une pétition qui a eu 75 000 signataires. C'était bien, quoi, c'est une grande pétition. On est allé voir les gens de l'Élysée en disant, bon ben voilà, il y a une partie de la société qui est scandalisée, enfin qui est même horrifiée par l'écocide, voire le génocide des Ouïghours en Chine. Bon, le gouvernement ils nous ont répondu très poliment qu'il s'agissait de manière beaucoup plus importante que juste un boycott et qu'ils avaient des actions de fond, enfin bon, bref, des réponses habituelles. Mais enfin bon, on a de manière désespérée un peu protesté. Pour les Ouïghours, par exemple, je pense que ça aurait été bien de ne pas envoyer d'officiels au JO de Pékin. Il y a pas mal de pays qui ont refusé d'envoyer leurs ministres là-bas. Non pas la France en l'occurrence, mais il y a quand même beaucoup de pays qui n'ont pas envoyé de représentants. Et puis je discutais avec une spécialiste de la Chine qui s'appelle Marie Holzman, qui disait que dans les années 70, la Chine était complètement isolée. Elle avait des rapports qu'avec l'Albanie. Et qu'aujourd'hui, peut-être que si on était un peu plus offensif, alors évidemment c'est un autre contexte, la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale, mais peut-être qu'en étant parfois un peu plus offensif, et si on disait un peu plus les choses comme elles sont, peut-être qu'on pourrait, peut-être en tout cas avoir une influence un peu plus grande sur un pays qui a quand même besoin de commercer avec le monde entier. Donc nous on croit beaucoup au pouvoir de la parole et puis à la pression politique. Et sur le site des Nouveaux Dissidents, vous pouvez aussi découvrir, si le sujet vous intéresse, mais ça ne marche plus. Tu veux ? Ouais. Ah si, non, c'est bon, là voilà. Un entretien avec un des principaux militants de la cause ouïghour, qui est réfugié en Finlande, qui s'appelle Almurat Ouïghour.
Et voilà, vous en saurez plus. Et ses parents ont été emprisonnés. Et voilà, vous pouvez lire cet entretien. Pour revenir à la jeunesse russe d'aujourd'hui, j'ai été frappée aussi par des documentaires qui montrent la prise en main et la militarisation des jeunes, la réécriture de l'histoire, où il y a eu aussi toute la présentation du défilé du 9 mai. Enfin, c'est terrifiant ce qui se passe. Donc, ces jeunes comme ceux qu'on vient de voir, est-ce que ce ne sont pas des toutes petites exceptions? Enfin, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a beaucoup d'autres, surtout dans les grandes villes, mais même dans les campagnes, ce que le pouvoir ne maîtrise pas du tout, c'est les réseaux sociaux, et notamment un réseau qui a beaucoup émergé ces 2-3 dernières années, en Russie mais aussi en Iran, c'est Telegram, et la plupart des jeunes aujourd'hui ont remplacé WhatsApp ou Instagram pour communiquer par Telegram, et lisent Medusa, OVD Info et beaucoup d'autres chaînes d'information indépendantes sur Telegram. Et de manière générale, même les jeunes non libéraux, ils ne s'informent pas en regardant la télévision, en lisant les quotidiens nationaux, mais sur Internet. Donc j'ai bon espoir que, en tout cas, la jeunesse soit assez imperméable à cette nouvelle forme de propagande. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui. Tiens, Sacha. Et puis après... Merci beaucoup. Je voulais juste partager une idée peut-être aussi naïve et maladivement optimiste que beaucoup ce que disaient les dissidents dans les films de Nicolas qu'on a vu tout à l'heure. Donc moi, à la fois, j'ai grandi dans une famille dissidente, justement, je fais partie des enfants d'eux, ceux qui en voient dans les films, mais à la fois maintenant, voilà, depuis 20 ans maintenant, je travaille dans les associations de droits humains en Russie et Bélarus, etc. Donc tant qu'à dire que il y a beaucoup de causes pour le désespoir, mais il y avait aussi cette expression dissident qui est, enfin pas que dissident, mais que dissident j'aimais beaucoup, qu'il ne fait jamais aussi noir que juste avant l'aube. Et je pense qu'il y a ce sentiment en Russie qui maintenant ressemble un tout petit peu à ça. Je me rappelle par exemple de dernière perquisition qu'on a eue dans notre famille juste avant la fin des grandes périodes de répression en Union soviétique. C'était en 86. Et on nous a confisqué tous les livres donc, qui étaient soit publiés à l'extérieur, soit publiés par Samizdat, y compris Le cœur de chien de Bulgakov. Et c'était donc 86, je pense, c'était mars ou avril 86. Et ma mère s'est dressée devant le capitaine Miletsyn et il a dit ce livre, vous allez voir, dans 6 mois, il va être publié à l'Union soviétique, vous ne pourrez rien y faire. Et lui, il a dit, il a mis les mains comme ça sur la table, il a dit jamais ce livre ne sera publié à l'Union soviétique. Il était publié dans 6 mois, le livre. À la fin de 86, dans le journal Zman, je crois, ou Zvezda, je ne sais plus, enfin, en tout cas dans un de ces gros journaux, il a été publié en partie dans moins d'un an, un vrai livre. Et je veux dire, enfin, c'est pas pour dire que évidemment la situation en Russie va changer de façon absolument incroyable dans les mois qui viennent, mais vraiment, je pense, et ceux qui l'ont vécu déjà en tant qu'adultes affirmés et actifs à cette époque-là, en tant qu'activistes, ce qui n'était pas mon cas, évidemment, j'étais trop jeune, peuvent dire qu'en 86, on ne s'attendait pas du tout. Tout le monde était en prison, tout le monde était en exil. Voilà, c'est le, je sais pas, de se suicider, dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, quelques années avant, il y avait une situation complètement désespérée. Ceux qui continuaient le combat étaient vus comme vraiment des fous furieux, parce qu'ils semblaient tellement verrouiller la situation qu'il n'y avait plus rien à faire. Là, quand je vais en Russie ces jours-ci, j'ai un tout petit peu le sentiment, bizarrement, qui me rappelle cette période-là. C'est-à-dire qu'à la fois, on a parlé, je pense, cette année de 1500 activistes qui ont quitté la Russie, définitivement, qui ont immigré. 1500 arrêtés, des centaines et des centaines de prisonniers politiques, de nouveau, sur les listes publiées par Mémorial liquidé, enfin, on ne s'y attendait quand même pas, il y a encore quelques mois qui vont aller jusqu'à liquider Mémorial, enfin, le 28 février, on saura si l'appel va confirmer cette décision, mais tout semble le confirmer, et d'autres liquidations d'associations suivent, et de nouveau, les dissidents sont poussés hors de zone de légalité,
et du coup devient les dissidents. Jusqu'ici, c'était les activistes associatifs. De nouveau, devient les dissidents à part entière parce qu'ils sont sans association, hors légalité. Le transfert d'argent devient de nouveau à peu près l'époque de fonds de prisonniers politiques de Solzhenitsyn, quand il faut amener de l'argent dans les chaussettes à travers les frontières, parce que tout est contrôlé, tout est verrouillé. Et bizarrement, on a le même sentiment que de toutes les façons, à peu près la même proportion de population n'est pas d'accord et continue à faire ce qu'il y a à faire par des actions tout à fait différentes, comme ces jeunes personnes qu'on voit ici, soit par les journalistes traditionnels, soit en courant sur le champ de football, ce qui peut-être n'était pas tout à fait l'idée d'Alexandre Lavout ou quelqu'un de cette époque-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours cette proportion, et je dirais presque plus importante, parce qu'il y a quand même une génération qui a grandi déjà entre le chute de l'Union soviétique et l'arrivée définitive de répression poutinienne, qui ne prend ça pas du tout comme une norme, qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe, et qui n'a pas la même peur que même ma génération, qui se souvient encore de cette ancienne époque, parce qu'eux, ils ont grandi dans une autre époque où pour eux, c'est tellement pas normal que c'est pas normal de ne rien faire. Et moi, je suis frappée quand je vais dans les petites villes de Russie. Vous avez parlé à juste raison des grandes villes. Évidemment, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, il y a des grands mouvements. Mais si on va, je ne sais pas, à Voronezh, on voit un nombre d'initiatives citoyennes extrêmement différentes. Si ça soit pour la défense des, je sais pas, des petits parcs locaux menacés par les municipalités ou en soutien des chiens errants, enfin des formes d'activités extrêmement variées qui sont réprimées parce que de toutes les façons c'est un régime qui réprime tout ce qui bouge et qui n'ont pas peur et qui continuent et qui trouvent d'autres formes de résistance. Et je pense que même à travers ces deux témoignages, bon, Nick a dû finalement quitter le pays, mais Nova Gazeta continue en prenant des décisions difficiles, en faisant des compromis qui sont de plus en plus compliqués pour l'équipe, pour survivre. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a quand même, dans ce tableau extrêmement noir, et même qu'on regarde tous les nouvelles sur nos téléphones pour savoir sur ce qui se passe à la frontière avec l'Ukraine en ce moment même qu'on se parle, mais ce tableau est beaucoup plus contrasté, je trouve, et beaucoup plus complexe qu'il était à l'époque qu'on a vu dans le film. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Et je voulais juste finir par, excuse-moi, je suis un peu longue, je voulais juste remercier beaucoup remercier les organisateurs de cette soirée, parce que je pense qu'il nous manque beaucoup les lieux pour entendre, écouter et parler de ce qui se passe à l'Est, beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup moins de ces espaces-là et encore moins de ce qui se passait à l'Est, de l'histoire de dissidence à l'Est. Enfin, je pense qu'on entend très très peu. Et ça fait vraiment plaisir d'être ici et de vous écouter tous. Voilà. Je voulais te demander si tu pouvais parler de deux anecdotes différentes, mais je trouve qu'ils symbolisent bien l'activité des jeunes qui sur deux plans, un civique, où je trouve que la conscience civique dans la jeunesse est des fois merveilleuse, et c'est toutes les aides quand il y avait donc quand tout le monde a été embarqué dans les manifestations au commissariat, les aides les aides directement envers les appels pour les OVD et voilà, la distribution d'argent, comment ils ont rassemblé tout ça sur les réseaux. J'aimerais bien que tu le rappelles. Et Sergueï Guedilis, dont tu as parlé, le petit-fils de Alexandre Lavout. J'allais dire. Et voilà, je trouve que c'est très important, ce truc, sur le plan culturel, là aussi, voilà l'actualité. Quand il y a eu la plus grosse vague d'arrestations, je crois que c'était le 2 février 2021, mon frère a été arrêté aussi pendant une semaine. Il y a eu environ 3000 jeunes arrêtés dans le centre de Moscou. Les prisons étaient assez loin. J'y suis allé, c'était 2 heures en voiture, il faisait très froid. Et on a réussi à réunir énormément d'argent. Beaucoup de jeunes de beaucoup de villes différentes, pas forcément des jeunes, mais beaucoup de gens ont donné de l'argent pour acheter de la nourriture, des jeux, des livres pour les prisonniers et leur passer cette nourriture, ces jeux, ces lectures. Voilà, il y a eu une vraie mobilisation, beaucoup d'argent réuni, et tout le monde était stupéfait par les montants. Donc ouais, une vraie mobilisation. Et voilà, encore pour parler des réseaux sociaux qui jouent un rôle crucial dans la résistance de la jeunesse en Russie. Et le deuxième point aussi, puisqu'on parle d'édition, on a parlé d'Alexandre Lavout dans votre documentaire. Son petit-fils, Sergueï Guedilis, qui est documentariste mais surtout metteur en scène, fait du théâtre documentaire, un genre de théâtre qui s'appelle le verbatim, c'est-à-dire qu'il réunit des interviews et ensuite les acteurs avec des écouteurs lisent le texte avec l'intention
de l'interviewer. Et il a réuni une centaine d'interviews de gens qui avaient été torturés en Biélorussie suite aux manifestations de 2020. Et on a fait une pièce de théâtre qu'il a montrée au théâtre DOC. J'étais à la première et un fourgon de police est arrivé en disant que le théâtre était miné. On a continué dehors. Ensuite, la pièce a été complètement interdite. Et la deuxième a eu lieu dans un endroit secret. On recevait par télégramme une localisation. Ensuite, on a été identifié par quelqu'un à la sortie du métro qui regardait que c'était bien nous. Ensuite, on était mis dans une voiture, on devait éteindre nos téléphones, puis marcher, traverser un parc, etc. Jusqu'à arriver à un endroit secret où la pièce se jouait. Et le correspondant du Monde, Benoît Vitkin, était venu avec moi et a écrit un papier qui a permis à cette pièce de se faire connaître en France. Et elle est aujourd'hui éditée en français depuis maintenant 2 semaines. Vous pouvez l'acheter sur Internet. Ça s'appelle Les Voisins de Sergueï Guindelis, du coup le petit-fils d'Alexandre. Et c'est un livre très intéressant, très important, et voilà un bon moyen de supporter la cause. Ça a été vraiment un véritable honneur et un plaisir de vous avoir ici. C'était assez inespéré de réunir plusieurs générations autour de ce trait d'union qu'est la lutte pour les droits humains, d'avoir tous nos vieux amis et tous nos jeunes amis avec qui on va faire un bout de chemin ensemble. Je voulais une dernière fois remercier les participants, que ce soit Misha et Maxime, que ce soit Kole Miletic. Je voulais remercier les nouveaux dissidents et Acer qui ont permis l'organisation de ceci, et nos amis Nadir, Nicolas, Manu, tous planqués derrière. Sans eux et sans elles, ça aurait été impossible. Donc, un énorme plaisir de vous avoir avec nous. Vu comment c'est parti, il y a des chances que ça se refasse.